La famille Diop, originaire du Sénégal, a décidé de quitter leur pays natal il y a 10 ans pour s'installer en Belgique. C'était un choix difficile, mais ils cherchaient de meilleures opportunités et une vie plus stable pour leur unique fille, Aïssatou, qui avait alors seulement 12 ans. Aïssatou, déterminée à réussir et à honorer les sacrifices de ses parents, a montré très tôt une forte motivation et une grande détermination. Dès l'âge de 18 ans, elle a trouvé un emploi dans une entreprise de vente de voitures. Sa persévérance et son éthique de travail exemplaire lui ont rapidement valu le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Travaillant d'abord comme assistante administrative, Aïssatou s'est montrée particulièrement attentive aux détails et a toujours cherché à en apprendre davantage sur le métier. Chaque jour, elle observait les vendeurs, écoutait leurs conseils et mémorisait les caractéristiques des différents modèles de voitures. Grâce à son dévouement, elle a progressivement gravi les échelons de l'entreprise. En parallèle, elle poursuivait ses études en cours du soir, visant un diplôme en gestion d'entreprise. Ses journées étaient longues et fatigantes, mais elle ne se plaignait jamais. Ses parents, fiers de ses progrès, la soutenaient de tout cœur. Ils savaient que leur décision de quitter le Sénégal était la meilleure pour leur fille. Un jour, l'entreprise a organisé un concours interne pour promouvoir un employé au poste de chef des ventes. Aïssatou, bien que jeune et encore nouvelle dans le domaine, a décidé de tenter sa chance. Elle a présenté un plan innovant pour augmenter les ventes et améliorer la satisfaction des clients. Son projet a impressionné le jury par sa clarté et son réalisme. À la grande surprise de certains de ses collègues, Aïssatou a remporté le concours. Sa promotion a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Pour célébrer cette étape importante de sa vie professionnelle, Aïssatou a décidé de s'offrir une belle tenue pour son premier jour en tant que chef des ventes. Elle se rendit dans un magasin de vêtements de luxe à Bruxelles, désireuse de trouver quelque chose de spécial qui reflèterait sa nouvelle position. En entrant dans la boutique, elle fut immédiatement frappée par l'élégance des lieux. Les mannequins habillés de tenues sophistiquées lui donnèrent un aperçu du monde de la haute couture. Cependant, à peine eut-elle franchi la porte que la gérante, une grande femme blanche d'une quarantaine d'années, commença à la fixer intensément. Le regard insistant du vigile ne fit qu'accentuer son malaise. Aïssatou se sentait inconfortable sous le regard scrutateur de la gérante et du vigile. Malgré son appréhension, elle décida de ne pas se laisser intimider et continua à parcourir les rayons, admirant les belles pièces exposées. Cependant, l'attitude de la gérante ne changeait pas. Elle la suivait de près, semblant douter de ses intentions. Après plusieurs minutes de cette surveillance oppressante, Aïssatou se dirigea vers une robe élégante, parfaite pour son premier jour de travail. En se tournant vers la gérante pour demander à essayer la robe, elle remarqua une expression de méfiance sur le visage de celle-ci. « Puis-je essayer cette robe, s'il vous plaît ?» demanda Aïssatou poliment. La gérante hésita un instant avant de répondre d'un ton sec. « Êtes-vous sûre de pouvoir vous la permettre ?» Aïssatou, bien que blessée par cette remarque, répondit calmement. « Oui, je suis sûre. » La gérante, visiblement contrariée par la confiance d'Aïssatou, lui indiqua la cabine d'essayage d'un geste brusque. Une fois Aïssatou à l'intérieur de la cabine, la gérante jeta un regard furtif autour d'elle. Puis, avec une détermination sournoise, elle se dirigea vers un présentoir et prit un collier d'une valeur de 10 000 €. Sans perdre de temps, elle se dirigea vers le sac à main d'Aïssatou, resté près de la cabine, et y glissa discrètement le précieux bijou. Aïssatou, concentrée sur l'essayage de la robe, ne se doutait de rien. Elle sortit de la cabine quelques minutes plus tard, rayonnante dans sa nouvelle tenue. La gérante, affichant maintenant un sourire forcé, l'accueillit avec un regard apparemment approbateur. « Cette robe vous va très bien, dit-elle d'une voix mielleuse. Voulez-vous l'acheter ? » « Oui, je la prends, répondit Aïssatou, contente de son choix malgré le comportement désagréable de la gérante. Aïssatou se dirigea vers la caisse avec un sourire radieux, ravie de son achat. Elle ne se doutait pas du tout de ce qui venait de se passer. Le collier avait été discrètement glissé dans son sac à main, et elle ignorait qu'elle était maintenant impliquée dans une situation délicate. À la caisse, elle paya la robe avec une carte de crédit, et la vendeuse, sans se faire prier, emballa le vêtement avec soin. La gérante, toujours en retrait, observait la scène avec un regard satisfait, comme si elle avait déjà planifié chaque détail de ce qui allait suivre. Aïssatou remercia la vendeuse,
prit son sac et se dirigea vers la sortie. À peine avait-elle franchi le seuil de la boutique qu'une alarme se déclencha soudainement, créant une confusion immédiate. Le bruit strident résonna dans tout le magasin, attirant l'attention des clients et des passants. La gérante se précipita vers Aïssatou avec un air accusateur, tandis que le vigile se mettait en travers du chemin de la jeune femme. « Madame, je suis désolé, mais il semble qu'il y ait un problème avec votre sac, » dit le vigile d'un ton autoritaire. Aïssatou, paniquée et confuse, regarda autour d'elle, la tension montant. « Je ne comprends pas. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme malgré la situation stressante. La gérante, faisant semblant d'être préoccupée, ajouta « Il semble que vous ayez déclenché l'alarme. Nous devons vérifier votre sac. » Aïssatou, le cœur battant, ouvrit son sac à main sous les yeux attentifs des autres clients. Le vigile, avec une précision professionnelle, fouilla le sac et découvrit le collier d'une valeur de 10 000 €. Son regard se fit plus dur alors qu'il s'adressait à Aïssatou. « Je suis désolé, mais il semble que ce collier se trouve dans votre sac. Vous devez nous expliquer comment il est arrivé là. » Aïssatou, abasourdie, balbutia « Ce collier n'est pas à moi. Je n'ai aucune idée de comment il est arrivé dans mon sac. Je suis venue ici pour acheter une robe, c'est tout. » La gérante, feignant l'inquiétude, se tourna vers les clients qui commençaient à murmurer. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, » dit-elle d'une voix perçante. « Mais nous devons suivre la procédure. Nous allons appeler la police pour résoudre cette affaire. » À ce moment-là, Aïssatou sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle savait qu'elle devait rester calme et coopérative, mais la peur et l'humiliation étaient palpables. Elle tenta d'expliquer sa version des faits, mais le doute avait déjà été semé parmi les témoins. À peine Aïssatou avait-elle terminé de raconter son histoire, les agents de police lui demandèrent de les suivre au commissariat pour une enquête plus approfondie. Malgré son stress et son anxiété, elle se conforma aux instructions, espérant que la vérité éclaterait rapidement. Arrivée au commissariat, Aïssatou fut dirigée vers une salle d'interrogatoire austère et sobre. Les murs étaient blancs, et la pièce était équipée d'une table en métal et de chaises rigides. Un miroir unilatéral permettait aux enquêteurs d'observer la scène depuis une autre pièce. L'un des agents, un homme aux cheveux grisonnants et à l'air sévère, se présenta comme l'inspecteur Martin. « Bonjour, mademoiselle Diop. Je suis l'inspecteur Martin. Nous devons maintenant clarifier cette situation. Veuillez vous asseoir. » Aïssatou s'installa sur la chaise en face de l'inspecteur, son cœur battant la chamade. L'inspecteur Martin, assis de l'autre côté de la table, ouvrit un dossier et commença à poser des questions avec une précision clinique. « Pouvez-vous me décrire en détail ce qui s'est passé au magasin ? Comment avez-vous découvert le collier dans votre sac ?» demanda-t-il d'une voix professionnelle. Aïssatou respira profondément avant de répondre. « Je suis allée au magasin pour acheter une robe. La gérante m'a observé de manière très insistante pendant que je regardais les vêtements. J'ai demandé à essayer une robe, et après l'essayage, j'ai payé avec ma carte de crédit. J'ai pris mon sac et j'ai quitté le magasin. L'alarme s'est déclenchée juste après que je sois sortie. » L'inspecteur hocha la tête, prenant des notes. « Je comprends. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ou de suspect avant que l'alarme ne se déclenche ?» Aïssatou secoua la tête. « Non, rien de particulier. J'étais simplement préoccupée par le fait que la gérante semblait me surveiller de très près. » L'inspecteur Martin continua de noter les réponses d'Aïssatou avec une concentration professionnelle. Après avoir terminé ses questions, il se leva, regarda Aïssatou avec un mélange de compassion et de rigueur, puis s'adressa à elle. « Mademoiselle Diop, étant donné la gravité de la situation et la valeur du bien en question, nous devons malheureusement vous garder en détention pendant que nous poursuivons notre enquête. Vous comprenez que c'est une procédure standard dans de tels cas. » Le cœur d'Aïssatou se serra à l'annonce de ces mots. Elle avait espéré une résolution rapide, mais maintenant, elle se retrouvait dans une situation encore plus délicate. « Mais pourquoi ? J'ai déjà expliqué ma version des faits. Je suis innocente, protesta-t-elle, la voix tremblante. L'inspecteur Martin, bien que compréhensif, restait ferme. Je comprends que cela puisse être difficile, mais pour le moment, nous devons suivre la procédure.
Vous serez placé dans une cellule temporaire jusqu'à ce que nous ayons clarifié tous les aspects de cette affaire. 2 agents escortèrent Aïssatou à travers les couloirs du commissariat jusqu'à une cellule temporaire. La cellule était petite, avec des murs grisâtres et une lumière fluorescente éblouissante. Une simple couchette et un petit lavabo étaient les seuls meubles présents. Aïssatou entra dans la cellule, sentant une vague de désespoir la submerger. Une fois à l'intérieur, les agents verrouillèrent la porte derrière elle. Aïssatou s'assit sur la couchette, essayant de rassembler ses pensées. La solitude et l'angoisse étaient écrasantes. Elle se rappela les paroles réconfortantes de son père et les encouragements de ses amis, et trouva du réconfort dans leur soutien. Aïssatou était en train de lutter contre l'angoisse et la solitude lorsqu'elle entendit des voix venant de l'extérieur de sa cellule. Des voix familières, pleines de douleur et de désespoir. Elle se leva d'un bond, la tête tournée vers la porte, essayant de discerner les mots entre les bruits des pas et des voix. « Je veux parler à ma fille. »« Nous devons la voir », entendit-elle la voix de sa mère, tremblante et émue. « Calmez-vous, madame. Nous comprenons que cela soit difficile, mais vous ne pouvez pas entrer maintenant, » répondit un agent de police d'une voix ferme mais empathique. Aïssatou, la gorge serrée, s'approcha de la porte, son cœur se brisant en entendant la détresse de ses parents. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle tentait de garder son calme, bien qu'elle se sentît désemparée et perdue. Elle appuya son oreille contre la porte, espérant entendre plus clairement les voix familières de ses parents. Son père, dont la voix était empreinte de frustration, ajouta « Nous devons savoir si elle va bien. Nous sommes très inquiets pour elle. » Les voix de ses parents, pleines de peine et d'inquiétude, faisaient écho dans le couloir. Aïssatou était submergée par l'émotion, se sentant impuissante face à leur souffrance. Elle ferma les yeux un moment, essayant de se calmer pour ne pas céder à la panique. L'inspecteur Martin, ayant entendu l'agitation à l'extérieur, entra dans le couloir. Il regarda Aïssatou, puis se dirigea vers la porte pour parler à ses parents. « Je comprends que vous soyez bouleversés. Nous faisons tout notre possible pour résoudre cette situation. » L'agent de police, voyant la détresse des parents d'Aïssatou, décida de faire un compromis. « Nous pouvons vous permettre de voir votre fille, mais seulement pour quelques minutes et sous surveillance. Nous devons nous assurer que cela ne gêne pas l'enquête. » Aïssatou entendit les pas des agents se rapprocher, et peu après, la porte de sa cellule s'ouvrit. Ses parents entrèrent, leurs visages marqués par la fatigue et l'angoisse. La vue de ses parents, les larmes aux yeux, fit fondre le cœur d'Aïssatou. Elle se précipita vers eux et les étreignit, leur offrant un moment de réconfort dans cette épreuve difficile. « Ma chérie, comment vas-tu » demanda sa mère, les yeux pleins de larmes. « Je vais bien, maman. Je vous assure que je n'ai rien fait de mal. »« C'est tout un malentendu » répondit Aïssatou, sa voix tremblante. Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous croyons en toi, Aïssatou. Nous savons que tu es innocente. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider à sortir de cette situation. » L'inspecteur Martin, respectant le compromis, leur donna quelques minutes pour parler avant de les inviter à quitter la pièce. Aïssatou, bien que réconfortée par la présence de ses parents, savait que le chemin vers la résolution de cette affaire serait long et semé d'embûches. Les minutes passèrent, et les parents, les yeux embués de larmes, furent escortés hors du commissariat. Avant de partir, ils laissèrent à Aïssatou des mots d'encouragement. « Reste forte, ma chérie. Nous sommes avec toi. » La porte se referma derrière eux, laissant Aïssatou seule à nouveau dans la cellule. Mais cette fois, elle se sentait un peu moins perdue, portée par le soutien et l'amour de ses parents. Elle ferma les yeux, essayant de puiser dans cette énergie positive pour affronter la suite de son épreuve avec courage et détermination. En sortant du commissariat, les parents d'Aïssatou se dirigèrent immédiatement vers leur voiture, déterminés à trouver une solution pour libérer leur fille. Le père, inquiet mais résolu, commença à faire des appels téléphoniques. Il contacta plusieurs avocats, demandant des conseils et cherchant celui qui pourrait les aider au mieux. Après de nombreux appels, ils réussirent enfin à obtenir un rendez-vous avec Maître Leroy, un avocat réputé pour sa compétence et son expérience dans des affaires similaires.
Ils prirent rapidement la route pour le cabinet de l'avocat, espérant qu'il pourrait apporter des éclaircissements et une stratégie efficace pour sortir Aïssatou de cette situation. En arrivant au cabinet, ils furent accueillis par une assistante qui les conduisit directement dans le bureau de Maître Leroy. L'avocat, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant et à l'attitude rassurante, les invita à s'asseoir. « Monsieur et Madame Diop, j'ai pris connaissance de votre situation. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé, et nous verrons ce que nous pouvons faire pour votre fille. » Les parents d'Aïssatou expliquèrent toute l'affaire, de l'accusation de vol à la détention de leur fille au commissariat. Maître Leroy écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions précises. « Il est crucial de recueillir des preuves de son innocence, déclara-t-il enfin. Je vais demander à voir les enregistrements de vidéosurveillance du magasin et parler aux témoins présents ce jour-là. » Après une longue discussion, Maître Leroy leur expliqua ses honoraires et les frais nécessaires pour mener l'enquête et la défense. Le coût total s'élevait à 7 000 €. « Je sais que c'est une somme importante, dit-il, mais je vous garantis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que votre fille soit libérée. » Les parents d'Aïssatou se regardèrent, pesant la décision. « Nous ferons ce qu'il faut, dit finalement son père. Nous trouverons l'argent. Libérer notre fille est la priorité. » Ils quittèrent le cabinet avec un nouvel espoir, bien que conscients du défi financier qui les attendait. Dès leur retour à la maison, ils commencèrent à rassembler les fonds nécessaires. Ils contactèrent des amis et des membres de la famille pour demander de l'aide, et mirent en place une collecte pour recueillir l'argent manquant. Pendant ce temps, Maître Leroy commença son enquête, demandant l'accès aux vidéos de surveillance et interrogeant les témoins. Sa détermination et son expertise commencèrent à porter leurs fruits. Il découvrit rapidement des incohérences dans le témoignage de la gérante du magasin et des éléments qui pourraient prouver l'innocence d'Aïssatou. Quelques jours plus tard, Maître Leroy organisa une réunion avec les parents d'Aïssatou pour leur présenter les progrès de l'enquête. « Nous avons de bons éléments en notre faveur, dit-il avec un sourire confiant. Il reste encore du travail, mais je suis optimiste quant à la libération de votre fille. » Les jours suivants furent remplis de tension et d'espoir pour la famille d'Aïssatou. Maître Leroy poursuivit son travail acharné, vérifiant chaque détail et compilant les preuves nécessaires pour prouver l'innocence de sa cliente. Enfin, après des semaines de préparation, l'audience pour la libération d'Aïssatou eut lieu. Au tribunal, Maître Leroy présenta ses arguments avec éloquence, soulignant les incohérences dans le témoignage de la gérante et montrant les vidéos de surveillance qui innocentaient Aïssatou. Le juge, après avoir examiné les preuves et écouté les témoignages, prit une décision rapide. « Mademoiselle Diop, il est clair que vous avez été accusée à tort. Vous êtes libre de partir, » déclara le juge, frappant son marteau pour clore l'audience. Aïssatou sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Les larmes aux yeux, elle se tourna vers Maître Leroy, exprimant sa gratitude. « Merci, maître. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. » En sortant du tribunal, Aïssatou aperçut ses parents qui l'attendaient avec impatience. Ils se précipitèrent vers elle, l'embrassant chaleureusement. « Ma chérie, tu es libre » s'exclama sa mère, les yeux remplis de larmes de joie. « Oui, maman. Merci pour votre soutien » répondit Aïssatou, sa voix émue. Les parents d'Aïssatou, soulagés et heureux, appelèrent un taxi pour rentrer chez eux. En route, ils discutèrent de l'épreuve qu'ils venaient de traverser et de la gratitude qu'ils ressentaient envers Maître Leroy. Aïssatou, assise entre ses parents, sentait l'amour et le soutien qui l'entouraient. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la maison, Aïssatou ressentit une vague de soulagement et de sécurité. « Nous allons surmonter cela ensemble », dit son père avec détermination. « Et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que cette injustice ne se reproduise plus. » Cette expérience avait renforcé les liens familiaux et montré la force de l'unité et de l'amour. Aïssatou, bien que marquée par cette épreuve, savait qu'elle pouvait compter sur ses parents et sur la justice pour défendre son innocence et sa dignité. Le lendemain matin, malgré la peur et la honte qui l'assaillaient, Aïssatou prit une décision courageuse, elle retournerait à l'entreprise où elle travaillait. Elle savait que fuir ne ferait qu'aggraver ses sentiments de vulnérabilité et d'injustice. La meilleure façon de tourner la page était de reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée, avec la tête haute. Aïssatou se prépara avec soin, choisissant une tenue qui lui donnait confiance.
Ses parents, conscients de l'importance de cette journée, l'encouragèrent avec des paroles réconfortantes. « Sois forte, ma fille. Tu n'as rien fait de mal. Tu as tout notre soutien », lui dit son père en l'embrassant sur le front. En arrivant à l'entreprise, Aïssatou ressentit une vague d'anxiété. Elle savait que des rumeurs avaient circulé et que certains de ses collègues pourraient la regarder différemment. Mais elle prit une grande inspiration et poussa la porte de l'immeuble, déterminée à affronter la journée avec courage. En traversant le hall, elle remarqua les regards curieux et les murmures des employés. Mais Aïssatou gardait la tête haute, refusant de se laisser intimider. Elle se dirigea vers son bureau, saluant poliment ses collègues en chemin. À peine avait-elle posé son sac sur son bureau que son supérieur, Monsieur Lefebvre, vint à sa rencontre. « Aïssatou, puis-je vous parler un instant dans mon bureau ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Aïssatou acquiesça et le suivit. Une fois dans le bureau, Monsieur Lefebvre la regarda avec sérieux. « Aïssatou, je tiens à te dire que nous sommes soulagés que la vérité soit enfin rétablie. Nous savons que tu as traversé une épreuve difficile, mais je dois t'informer de quelque chose. » Aïssatou sentit son cœur se serrer. « Oui, Monsieur Lefebvre ? Nous avons décidé de te garder dans l'entreprise comme assistante administrative. Cependant, en raison des événements récents, nous avons dû attribuer le poste de chef de vente, que tu avais gagné dans le concours, à quelqu'un d'autre. Rebecca occupe désormais ce poste. » Aïssatou sentit une vague de déception l'envahir. Elle avait travaillé dur pour cette promotion et l'idée de la perdre était difficile à accepter. Mais elle comprit aussi que l'entreprise devait prendre des décisions pour son fonctionnement. « Je comprends », répondit-elle finalement, tentant de masquer sa tristesse. « Je suis reconnaissante de pouvoir continuer à travailler ici. » Monsieur Lefebvre hocha la tête, conscient de la déception d'Aïssatou. « Nous savons que tu as beaucoup de talent et de potentiel. Continue à travailler dur et des opportunités se présenteront de nouveau. » Aïssatou quitta le bureau de son supérieur, la tête pleine de pensées. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à prouver sa valeur et à regagner la confiance de ses collègues et de ses supérieurs. Pendant des semaines, Aïssatou s'adapta à son nouveau poste d'assistante administrative, bien que la déception de perdre sa promotion continuait de la hanter. Chaque jour, elle se consacrait à ses tâches avec diligence, espérant que son travail acharné finirait par porter ses fruits. Un matin, alors qu'elle prenait une pause dans la salle de repos, elle remarqua Élise, la femme de ménage, qui la regardait avec tristesse. Aïssatou avait souvent remarqué les regards de compassion d'Élise, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Élise avait les yeux rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Aïssatou s'approcha d'elle avec douceur. « Élise, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Élise hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. « Aïssatou, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'ai entendu et qui pourrait tout changer pour toi. » Intriguée, Aïssatou l'encouragea à continuer. « Vas-y, je t'écoute. » Élise baissa les yeux, visiblement nerveuse. Un jour, alors que je nettoyais le bureau de Rebecca, j'ai entendu un message vocal qu'elle envoyait à une gérante d'une boutique de vêtements. Rebecca parlait à cette gérante, qui est apparemment un membre de sa famille. Elle disait que tu allais visiter cette boutique à la recherche d'une belle tenue pour ton premier jour de travail. Rebecca lui a demandé de t'accuser de vol pour que tu perdes ta promotion et qu'elle puisse prendre ta place. Elle a même promis de lui donner 5 000 € si elle réussissait à le faire. Les mots d'Élise résonnèrent dans la tête d'Aïssatou comme un coup de tonnerre. Elle sentit un mélange de colère et de trahison monter en elle. « Tu es sûre de ce que tu as entendu ?» demanda-t-elle, essayant de maîtriser ses émotions. « Oui, j'en suis sûre », répondit Élise avec assurance. « J'ai hésité à te le dire parce que j'avais peur des répercussions, mais je ne pouvais pas continuer à te voir souffrir pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Aïssatou prit quelques instants pour digérer cette révélation. Elle savait que ces informations pouvaient changer la donne, mais elle devait agir avec prudence. « Merci, Élise. Merci de m'avoir dit la vérité. Je vais réfléchir à la meilleure manière de gérer cette situation. » En rentrant chez elle ce soir-là, Aïssatou se sentait bouleversée par les révélations d'Élise. Ses parents, Monsieur et Madame Diop, étaient assis dans le salon, discutant paisiblement lorsqu'elle entra.
Ils levèrent les yeux, leur visage illuminé de joie en la voyant, mais cette joie s'évanouit rapidement lorsqu'ils remarquèrent son expression tourmentée. « Aïssatou, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère, posant son livre et se levant pour l'accueillir. Aïssatou s'assit entre ses parents, essayant de maîtriser ses émotions. « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Élise, la femme de ménage à mon travail, m'a révélé quelque chose aujourd'hui qui pourrait tout changer. » Son père, Monsieur Diop, fronça les sourcils, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Aïssatou prit une profonde inspiration et raconta tout à ses parents, le message vocal de Rebecca, la demande à la gérante de la boutique de l'accusé de vol, et la promesse des 5 000 € en échange de la fausse accusation. À mesure qu'elle parlait, ses parents écoutaient avec une attention croissante, leurs traits se durcissant de colère et d'indignation. « Comment Rebecca a-t-elle pu faire une chose pareille ?» s'exclama sa mère. « Elle était censée être ton amie. » Aïssatou hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je me sens tellement trahie, maman. Mais maintenant, je sais que je dois agir. Je vais rassembler des preuves pour confronter Rebecca et rétablir la vérité. » Monsieur Diop prit la main de sa fille dans la sienne, la serrant avec fermeté. « Tu es courageuse, ma fille. Nous allons t'aider à surmonter cette épreuve. Ensemble, nous trouverons un moyen de prouver ton innocence. » Alors qu'Aïssatou se remettait de la révélation, ses parents prirent une décision cruciale pour l'aider à affronter la situation. Monsieur Diop contacta immédiatement Maître Leroy, l'avocat qui avait déjà soutenu Aïssatou, pour lui expliquer la nouvelle tournure des événements et lui demander de l'aide dans cette nouvelle étape de leur combat pour la vérité. Maître Leroy, prenant les nouvelles révélations très au sérieux, décida de porter plainte contre la gérante de la boutique de vêtements de luxe qui avait été impliquée dans le complot orchestré par Rebecca. Selon les informations fournies par Élise, cette gérante avait reçu 5 000 € pour faussement accuser Aïssatou de vol. Le jour du jugement contre la gérante de la boutique de vêtements de luxe arriva enfin. L'atmosphère dans le tribunal était chargée d'une tension palpable alors que les parties se préparaient à affronter cette étape cruciale. Lorsque la gérante fut appelée à la barre, elle adopta une attitude défensive. Avec une expression faussement perplexe, elle affirma avec véhémence qu'elle n'était au courant de rien concernant les accusations portées contre Aïssatou. « Je n'ai jamais eu connaissance d'une telle transaction », déclara-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je n'ai jamais reçu d'argent de Rebecca pour faussement accuser quelqu'un. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Les enquêteurs, après avoir entendu les arguments des deux parties, demandèrent à avoir accès au téléphone de la gérante pour mener une enquête plus approfondie. Maître Leroy soutint la demande, en soulignant que l'examen du téléphone pourrait fournir des preuves supplémentaires et confirmer la véracité des accusations. Les enquêteurs prirent donc possession du téléphone de la gérante et le placèrent en garde à vue pour une enquête de 2 jours. Ce processus visait à examiner les messages, les appels et tout autre élément pertinent pouvant corroborer ou infirmer les accusations. Pendant ces 2 jours, la tension monta encore davantage. Aïssatou, bien que préoccupée par l'issue de l'enquête, restait déterminée à voir la justice rendue. Ses parents et Maître Leroy étaient à ses côtés, prêts à soutenir chaque étape du processus. Finalement, après un examen minutieux, les enquêteurs découvrirent des preuves clés sur le téléphone de la gérante. Les échanges de messages et les enregistrements d'appels révélaient des conversations entre la gérante et Rebecca, confirmant la demande de fausses accusations ainsi que la réception des 5 000 €. Ces découvertes accablantes furent présentées au tribunal, et la gérante ne put plus nier sa complicité dans le complot. Le tribunal, prenant en compte les preuves irréfutables, rendit son verdict. La gérante fut reconnue coupable de complicité dans le complot visant à faussement accuser Aïssatou, ainsi que de corruption. Elle fut condamnée à une peine de prison et à des dommages-intérêts significatifs à verser à Aïssatou en guise de réparation pour les préjudices subis. Après cela, l'arrestation de Rebecca dans l'entreprise marqua un tournant décisif dans cette affaire tumultueuse. Rebecca blêmit en entendant ces mots, et un murmure de surprise parcourut les bureaux. Certains employés échangèrent des regards choqués, d'autres regardèrent Aïssatou avec des expressions de soutien silencieux. Aïssatou, bien que préoccupée, se tenait avec dignité, sachant que la vérité avait enfin été révélée. Les enquêteurs escortèrent Rebecca hors de l'entreprise.
La scène était empreinte de tension, mais aussi d'un sentiment de justice qui commençait à se faire sentir. Alors qu'elle passait devant ses collègues, Rebecca évitait les regards et gardait la tête baissée, consciente du poids de sa situation. Une fois l'arrestation effectuée, Aïssatou retourna à son bureau, le cœur encore lourd mais soulagé. Ses collègues, voyant son calme et sa force, commencèrent à l'encourager. Plusieurs d'entre eux vinrent la voir pour exprimer leur soutien et leurs excuses, réalisant la gravité de l'injustice dont elle avait été victime. Le lendemain de l'arrestation de Rebecca, l'atmosphère au sein de l'entreprise était chargée de rumeurs et de spéculations. Les employés étaient encore sous le choc, mais une lueur d'espoir commençait à briller pour Aïssatou, qui avait enfin la possibilité de tourner la page sur cette épreuve difficile. Alors qu'elle se remettait de cette journée décisive, Monsieur Lefebvre, son supérieur, demanda à lui parler dans son bureau. Aïssatou, les nerfs encore à vif, se dirigea vers le bureau de Monsieur Lefebvre avec une certaine appréhension. En entrant dans le bureau, Aïssatou vit Monsieur Lefebvre, assis derrière son bureau, un regard sérieux mais réconfortant sur le visage. « Aïssatou, je voulais te parler en privé pour discuter des répercussions des événements récents et de ta situation au sein de l'entreprise. » « Oui, Monsieur Lefebvre, » répondit Aïssatou, essayant de garder son calme. « Nous avons suivi de près les développements de l'affaire, et après avoir pris connaissance des preuves et des témoignages, nous avons pris une décision importante concernant ta position ici. » Monsieur Lefebvre marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Aïssatou, le cœur battant, attendait avec impatience la suite. « Qu'en est-il ? » demanda-t-elle. Nous avons décidé de te réintégrer dans le poste de chef de vente, comme cela avait été prévu initialement avant les événements tragiques. Nous reconnaissons ton dévouement et tes compétences, et nous voulons te donner l'opportunité de reprendre le rôle que tu avais mérité. Aïssatou sentit un immense soulagement envahir son être. Elle avait travaillé si dur pour cette promotion, et la nouvelle de sa réintégration était une reconnaissance importante de ses efforts et de sa résilience. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Cela signifie énormément pour moi. Nous savons que ce n'était pas facile pour toi, et nous voulons nous assurer que tu te sentes soutenu dans cette transition. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau rôle. Monsieur Lefebvre se leva pour lui serrer la main avec un sourire encourageant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous dans ce rôle important. Aïssatou quitta le bureau avec un sentiment de renouveau et de gratitude. Elle reprit son poste de chef de vente avec une détermination renouvelée, prête à faire ses preuves et à rétablir sa réputation au sein de l'entreprise. Ses collègues, ayant observé sa force et son courage tout au long de cette épreuve, commencèrent à l'accueillir avec davantage de respect et de soutien. L'entreprise, ayant été témoin de l'injustice subie par Aïssatou et de son intégrité face à l'adversité, se trouva progressivement réunie autour d'elle. Aïssatou se lança dans ses nouvelles responsabilités avec un enthousiasme renouvelé. Elle savait que malgré les défis passés, elle avait désormais l'opportunité de faire briller son potentiel et de contribuer de manière significative à l'entreprise. Le chemin avait été difficile, mais il avait mené à une victoire personnelle et professionnelle qu'Aïssatou était déterminée à saisir avec toute la passion et le dévouement dont elle était capable. Avec son nouveau poste de chef de vente, Aïssatou trouvait chaque jour plus gratifiant que le précédent. Sa détermination et son dévouement n'étaient plus des secrets pour personne, et ses collègues la respectaient pour son courage et sa persévérance. Cependant, au milieu de cette renaissance professionnelle, Aïssatou n'oublia pas Élise, la femme de ménage qui avait joué un rôle crucial dans la révélation de la vérité. Élise, toujours discrète et réservée, continuait de travailler avec diligence, mais Aïssatou voyait en elle bien plus qu'une simple collègue. Un matin, après une réunion particulièrement réussie, Aïssatou décida d'inviter Élise à déjeuner. Elles s'installèrent dans un petit café non loin de l'entreprise. L'ambiance était chaleureuse, et les deux femmes, bien que venant de mondes différents, partagèrent un moment de convivialité. « Élise, je voulais te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait pour moi », commença Aïssatou en posant sa tasse de café. « Sans toi, je n'aurais peut-être jamais pu prouver mon innocence. » Élise, visiblement touchée, hocha la tête. « Je n'ai fait que ce qui était juste. Personne ne mérite ce que tu as traversé. » Leurs discussions devinrent plus personnelles, et bientôt, elles découvrirent qu'elles avaient beaucoup en commun.
Élise parla de ses rêves d'une vie meilleure pour ses enfants, tandis qu'Aïssatou partagea ses ambitions et ses défis. Au fil des semaines, leur amitié se renforça. Aïssatou trouvait en Élise une alliée précieuse et une amie fidèle. Elles se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles et célébraient ensemble les petites victoires quotidiennes. Élise, quant à elle, se sentait valorisée et respectée, non seulement pour son travail, mais aussi pour la personne qu'elle était. Un jour, Aïssatou décida de prendre une initiative. Elle proposa à Monsieur Lefebvre d'organiser des sessions de formation pour les employés non administratifs, comme Élise, afin de leur offrir des opportunités de développement professionnel. Monsieur Lefebvre, impressionné par l'idée, accepta immédiatement. « Élise, dit Aïssatou un soir après le travail, j'ai une surprise pour toi. Nous allons mettre en place des formations pour les employés comme toi, pour que tu puisses développer de nouvelles compétences et peut-être même évoluer au sein de l'entreprise. » Élise, émue aux larmes, serra Aïssatou dans ses bras. « Merci, Aïssatou. Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. » Les mois passèrent, et grâce à ces formations, Élise put progresser dans sa carrière, devenant assistante administrative. Sa confiance en elle grandit, et son amitié avec Aïssatou devint un modèle de solidarité et de soutien mutuel au sein de l'entreprise. Leur histoire inspira de nombreux autres employés, et l'entreprise devint un lieu où chacun se sentait valorisé et respecté, quel que soit son poste. Aïssatou et Élise montrèrent que, malgré les obstacles, l'amitié et le soutien pouvaient transformer des vies et créer un environnement de travail harmonieux et prospère. Ainsi, Aïssatou et Élise continuèrent de grandir ensemble, chacune soutenant l'autre dans leurs chemins respectifs, prouvant que de véritables amitiés peuvent naître des moments les plus sombres et fleurir sous la lumière de la vérité et de la justice. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire inspirante d'Aïssatou et d'Élise. À travers les épreuves et les injustices, elles ont su montrer que la vérité et l'amitié sincère peuvent triompher des moments les plus sombres. Aïssatou, grâce à sa détermination et au soutien inestimable d'Élise, a non seulement rétabli son honneur mais a également créé un environnement de travail où chacun peut évoluer et se sentir valorisé. Leur histoire est un puissant rappel que le courage et l'intégrité peuvent transformer nos vies et celles des autres. Nous espérons que cette histoire vous a touché et inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants et émouvants. Merci de votre écoute, et à bientôt sur Histoires ancestrales.